Mesdames et messieurs, nous vous présentons la deuxième conférence donnée par M. Maurice Séguin sur l'évolution de l'idée séparatiste au Canada français. La semaine dernière, M. Séguin nous traçait la genèse du séparatisme depuis le régime français et évoquait son histoire jusqu'à l'acte d'union de 1830. Ce soir, il continuera son exposé en examinant la seconde moitié du siècle dernier et les mouvements séparatistes contemporains. Mesdames et messieurs, M. Maurice Séguin. Dès qu'il s'installe dans la vallée du Saint-Laurent, le Canada anglais ruine fondamentalement la colonie française. Le Canada anglais possède seul désormais des sources métropolitaines de colonisation. Et seul il dispose du pouvoir exécutif. Cependant, le Canada anglais met 80 ans pour rattraper en nombre le Canada français. Il y parvient en 1840 par l'union des deux Canadas. Les 400 000 Britanniques du Haut-Canada s'unissent aux 150 000 Britanniques du Bas-Canada pour former une majorité de 550 000 au-dessus d'une minorité canadienne-française de 450 000. Le Canada anglais peut maintenant faire fonctionner à son avantage le régime parlementaire. Majorité dans la population, majorité dans l'Assemblée législative, majorité dans le Conseil exécutif et appuyé par les capitaux métropolitains, le Canada anglais a complètement déclassé, sans pouvoir l'assimiler, le Canada français. Le Canada français est littéralement annexé, provincialisé, aux politiques et en économique, transformé en un appendice français accroché à une nation britannique. Et le Canada anglais ne pouvait éviter d'en venir là sans compromettre ses propres chances de développement, sans mettre en danger son séparatisme vis-à-vis des États-Unis. Il importe de s'arrêter ici pour décrire la pensée politique et économique des progressistes canadiens-français au lendemain de cette annexion. Sur le plan politique, grâce à l'idéologie fédéraliste, les chefs canadiens-français, politiciens comme La Fontaine ou journalistes comme Étienne Parent, en arrivent rapidement à croire que l'Union n'a fait que juxtaposer deux colonies qui, par la conquête en commun du self-government, demeurent libres de s'administrer chacune dans sa zone. Ils voient dans l'Union une espèce de juxtaposition de deux autonomies coloniales en ce qui a trait à l'essentiel de la vie nationale du Canada français et du Canada anglais, même si l'on gère en commun certains secteurs dits neutres, comme les finances publiques, le tarif, le commerce, les transports, la défense, la politique extérieure. Dès 1842, et sous l'Union législative, on ne saurait trop le souligner, les Canadiens français se proclament libres comme peuple. Au prix de longs et rudes travaux, ils se disent entrés dans la terre promise. Les chefs canadiens français se vantent d'avoir marché au premier rang de la conquête des libertés coloniales et d'avoir même montré la voie aux Canadiens anglais. Les Canadiens français, qui au bout de leur lutte ont été annexés et n'ont recueilli qu'une petite autonomie provinciale, affirment leur égalité politique dès le régime de l'Union législative avec la majorité canadienne-anglaise. Les Canadiens français n'ont-ils pas la maîtrise de la politique intérieure du Bas-Canada? Formule commode que cette idéologie fédéraliste qui permet d'escamoter l'essentiel et de ne pas s'apercevoir de l'annexion. Sur le plan économique, domaine plus concret, une réalité qui crève les yeux n'autorise pas une même assurance. Il n'est pas question de se proclamer les échos des Anglais. Mais les Canadiens trouvent finalement le moyen de conserver le bel optimisme qui les caractérise aux politiques. Les Canadiens français sont inférieurs dans le domaine économique. Les progressistes de 1846 l'admettent volontiers. Où sont, disent-ils, nos chefs d'industrie, nos ateliers, nos fabriques? Avons-nous, dans le haut négoce, la proportion que nous devrions avoir?
Dans toutes les branches, nous sommes exploités. Partout, nous laissons passer en d'autres mains les richesses de notre propre pays. Nos marchands en général ne sont guère que les agents secondaires des marchands britanniques. Et les responsables de cette infériorité, ce sont avant tout les Canadiens français, même si on admet que les Anglais sont naturellement mieux équipés, appartenant à la race la plus industrieuse et la plus commerçante qui soit au monde. Lors de la nouvelle phase qui s'ouvrit à nous après la cession du pays, écrit en 1846 le père de la pensée nationaliste dite progressiste, Étienne Parent, le peuple dut naturellement jeter les yeux sur les rejetons de ses anciennes familles pour trouver en eux des chefs, des guides, dans la nouvelle voie qui se présentait, voie de progrès social et industriel. Il lui fallait des négociants, des chefs d'industrie, des agronomes. Combien ont rempli cette mission nationale? Les uns ont fui devant le nouveau drapeau, les autres se sont réfugiés dans l'oisiveté de leurs manoirs seigneuriaux. Et Parent d'expliquer toute l'infériorité économique canadienne-française dans les grandes affaires par la négligence criminelle de l'élite au lendemain de la conquête. Et pour les générations suivantes, par la paresse des Canadiens français et leur ignorance de l'économie politique. Les jeunes de 1847 reprendront ce thème d'un désastre économique attribuable aux Canadiens français eux-mêmes. Ils reprochent aux politiciens de ne pas avoir préparé sur le plan économique les Canadiens français à jouir du triomphe politique. La jeunesse se dit négligée, abandonnée, oubliée par les hommes de son origine, qui, tout en combattant pour la cause de la nationalité et de la liberté, n'ont jamais pensé à fonder des établissements où les jeunes Canadiens se seraient préparés à lutter dans le commerce, dans l'industrie, source féconde de richesse et d'influence, contre les ennemis du Canada français. Les hommes politiques ont renversé, disent les jeunes, un système irresponsable. Et ils ont conquis un gouvernement constitutionnel. La lutte a été longue et acharnée, la victoire est belle, complète, glorieuse. Mais la population canadienne-française est-elle plus avancée? Non, car elle est privée de l'influence qu'elle devrait exercer sous le nouveau système. Cette influence ne s'acquiert qu'avec la richesse que donnent le commerce et l'industrie. Et cette influence, elle la posséderait aujourd'hui si on avait eu la sagesse et le patriotisme de fonder des institutions où la jeunesse aurait reçu une instruction pratique. À côté de l'école agriculturiste, dont le mot d'ordre serait l'agriculture pour les Canadiens français et l'industrie pour les Anglais, il faut tenir compte de cette pensée dite progressiste, qui réclame l'industrie et le commerce. Soyons économiquement forts et nous le serons politiquement. Qui fait la puissance sociale en Amérique? Il n'y a pas à s'y méprendre, c'est l'industrie. Nous sommes dans un monde où tout se meut. L'avenir de la civilisation repose sur le développement de l'industrie. Le Québec, à cause de sa situation géographique et de ses ressources naturelles, dit-on couramment vers 1850, le Québec a une vocation industrielle. Si les Canadiens français tolèrent plus longtemps l'asservissement économique sous une autre race, leurs jours sont comptés. Négliger l'industrie serait se suicider comme peuple. Si l'on méprise l'industrie, dit-on, elle nous échappera définitivement et la masse de notre population passera, corps et âme, sous la domination et l'exploitation d'une autre race. L'élément français pourrait être absorbé ou étouffé par l'ascendant économique de la nouvelle race, parce que le peuple canadien-français, malgré son habileté politique, serait livré à l'action dénationalisatrice des chefs d'industrie de la race rivale. La prophétie anglaise que les Canadiens français seraient destinés à devenir des porteurs d'eau et des scieurs de bois sert à l'élite pour fouetter le nationalisme. Si sombre que soit le présent,
les progressistes de 1846 ne doutent nullement de l'avenir. De même que les Canadiens français, disent-ils, ont su triompher dans l'arène politique, il suffirait de s'y mettre pour l'emporter dans le domaine économique. Après tout, l'infériorité n'est due qu'à la négligence, à la paresse, à l'ignorance. Il suffirait de vouloir et d'avoir de grandes écoles. Il s'agit, affirme-t-on, de créer avec le temps une industrie qui pourra se mesurer en tout et sur tous les points avec l'industrie de l'autre race et qui attirera l'estime et le respect de cette dernière. Les pères ont été tribuns, les fils seront économistes. Les enfants, les neveux des hommes qui firent toujours marcher le Bas-Canada à la tête des phalanges coloniales dans la longue lutte pour la liberté politique, sauront maintenir leur race au premier rang dans les discussions qui vont s'engager sur le terrain des intérêts matériels. Et la jeunesse répond en chœur, comme nous serons heureux, nous aussi, de pouvoir nous préparer à placer le Canada français à la tête du commerce canadien, comme il est déjà à la tête des phalanges coloniales qui réclament, comme sujet britannique, la liberté constitutionnelle. On peut donc soutenir que vers 1846, la pensée ou l'illusion progressiste est complètement formulée. Pour cette école, le problème d'émancipation politique est réglé. Grâce au fédéralisme, il y a égalité politique avec le Canada anglais. Un grave problème économique subsiste, dangereux au point de menacer d'assimilation. Cependant, tout peut être réparé si les Canadiens français veulent bien se servir de leur talent. Cette pensée progressiste de 1846 devient le credo national, la doctrine traditionnelle, aujourd'hui plus que centenaire, de l'immense majorité de ceux qui, se croyant à l'avant-garde, prétendent que le Canada français a obtenu une autonomie politique suffisante pour parfaire, s'il le veut, son autonomie économique, sociale et culturelle. Il faudra près de 90 ans à la pensée adverse, à la pensée séparatiste, pour ébranler ce vieux credo national. Inspiré par Papineau, qui, revenu d'exil, demande le rappel de l'Union, c'est-à-dire la séparation, les jeunes démocrates du journal L'Avenir de Montréal attaquent en 1848 la position de La Fontaine. L'Angleterre, écrivent-ils, a concédé le gouvernement responsable. Au peuple du Canada, pris en masse, elle a accordé justice. Mais a-t-elle accordé justice aux Canadiens français? Non. Il faut le rappel de l'Union. C'est en minorité que se trouvent placés les Canadiens français et il en sera toujours ainsi. Autrement, le but de l'Union serait manqué. Jamais, disent ces jeunes, depuis l'Union, on a considéré la nationalité comme un lien politique. Le lien qu'elle avait formé jusque-là pour nous n'était plus assez étendu pour obtenir cette majorité dont nous avions besoin pour parer les plus mauvaises conséquences de l'Union. Le libéralisme seul pouvait former cette majorité. Pour obtenir nos droits politiques, nous devons cesser de nous considérer comme Canadiens français. Ainsi, notre nationalité sera absorbée par le libéralisme. Aux Canadiens français de comprendre les mots de l'Union et de demander son rappel. Si nous sommes unanimes, cela ne nous sera pas refusé. Les événements d'Europe nous garantissent le succès. La Révolution française, celle de 1848, doit bouleverser le monde. Et l'Angleterre, écrasée, ne pourra refuser. Si l'Union disparaissait, le gouvernement responsable ne nous serait pas moins accordé, puisque de l'aveu de tous, la Grande-Bretagne a décidé de ne plus intervenir dans les affaires coloniales. Ainsi raisonnaient les jeunes séparatistes de 1848. Papineau, de son côté, dénonçait l'Union, principe stupidement vicieux,
conception mesquine, sans vitalité, avorton maladif, escamotage, mesures éphémères, actes destructeurs dirigés uniquement dans un esprit de vengeance, imposés dans un temps de colère et de haine par des hommes animés par la violence. Plus tôt viendra la séparation, mieux ce sera pour les deux peuples. Les partisans de La Fontaine, défenseurs de l'Union, ripostent. À quelle époque de notre histoire la nationalité canadienne-française a-t-elle été plus brillante, plus honorée et a occupé une position plus élevée que celle qu'elle occupe aujourd'hui? Elle a gagné davantage en quelques années qu'elle n'avait gagné auparavant dans un demi-siècle de combat. L'Union a été faite en vue de nous ruiner, mais l'Union nous a sauvés. Et c'est après avoir obtenu les droits politiques pour lesquels nous avons lutté pendant 50 ans que l'avenir s'élève aujourd'hui contre l'Union. Mais on ne saurait plus mal choisir le moment de révolutionner le Canada. Le peuple a une indigestion de théorie. Les jeunes démocrates de l'avenir et Papineau seront incapables de faire éclater au grand jour la faiblesse de la position fédéraliste de La Fontaine, parce qu'ils sont, eux aussi, rongés par le même mal. Papineau, dès 1839, en réponse au rapport de Rome, s'est prononcé en faveur de l'indépendance du Bas-Canada, mais également en faveur de l'entrée du Bas-Canada dans la grande fédération des États-Unis, où l'individualité de chaque État souverain est sous la protection d'un Congrès qui ne pouvait être tyran, ne possédant d'attribution que dans les questions de paix ou de guerre et de commerce extérieur. Et ces jeunes admirateurs, en 1849, répètent « Nous ne croyons pas que l'annexion immédiate aux États-Unis serait de nature à nous faire grand tort à nous, Canadiens français. L'annexion aux États-Unis serait moins nuisible que l'État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous aurions ici le système électif dans toute sa plénitude, nous élirions notre gouverneur, qui serait probablement canadien-français. Nous élirions un nombre de représentants proportionné à notre majorité numérique. Nous élirions des sénateurs selon nos goûts. Enfin, nous aurions ici une chambre locale composée comme bon nous semblerait. Nous aurions le gouvernement entre nos mains. La langue française serait la langue légale. Enfin, nous serions maîtres chez nous. La Constitution des États-Unis laisse à chaque État de l'Union le moyen le plus sûr de sauvegarder sa nationalité. Répondant à Papineau et aux jeunes démocrates, plus annexionnistes que séparatistes, il sera facile à La Fontaine de défendre sa fédération à lui, avec le Canada anglais, comme supérieure à celle dont rêvent Papineau et les jeunes. La conduite des réformistes du Haut-Canada, dira La Fontaine, a établi, en fait et en droit, que l'acte d'union n'a pas fait des deux Canadas une seule et même province, mais qu'il n'a fait que réunir, sous l'action d'une seule législature, deux provinces qui jusqu'alors étaient distinctes et séparées et qui devaient continuer de l'être pour toute autre fin quelconque. En un mot, qu'il y a eu, à l'exemple de nos voisins, une confédération de deux provinces, de deux États. Et c'est en se fondant sur ce principe de ne voir dans l'acte d'union qu'une confédération des deux provinces que La Fontaine proclame qu'en se servant de l'union, il sera possible aux Canadiens français, quoique placés en minorité, de faire produire à cette Constitution un résultat bien différent de celui qu'attendaient ses auteurs. S'il était possible, et très facile, d'éviter l'assimilation, les Canadiens français n'évitent pas, quoi qu'en pense La Fontaine, l'annexion, la subordination politique, la provincialisation. Nos premiers séparatistes de 1848, qui ont dénoncé notre état de minorité, amusés à leur tour par les mirages du fédéralisme, ont été incapables de décrire les inconvénients de cet état de minorité, que les Canadiens français étaient forcés d'accepter.
le premier mouvement séparatiste, après 1840, n'aura duré qu'un an à peine. Devant le rôle spectaculaire joué en chambre par le bloc canadien-français, certains Britanniques crieront à la French Domination. Le gouverneur Bagot, en s'adressant aux Canadiens français comme à un peuple, fera tout de même remarquer à Londres que les Canadiens français sont et restent une minorité. Elgin, à son tour, en 1849, avertit Londres de ne pas s'inquiéter. Les Canadiens français ne forment qu'un peu plus du tiers de la population, n'émargent au budget que pour un dixième, et il n'y a pas lieu de crier à la French Ridden Colony. Mais qu'ont donc les Britanniques à se plaindre des Canadiens français, écrit-on dans l'Avenir en 1849. Ils sont sous la French Domination, mais l'origine britannique est en majorité dans le ministère, dans la Chambre d'Assemblée, dans le Conseil législatif, dans la magistrature et parmi les hauts fonctionnaires. Partout, les Canadiens français ne forment que des exceptions. John Macdonald, lors de ses tournées électorales dans le Haut-Canada, déride son auditoire en démythifiant la French Domination. Au Conseil, nous sommes 12, dont 3 Canadiens français. Pouvez-vous croire que les 9 Britanniques sont menés par les 3 Canadiens français? Où est-elle, cette French Domination? Au Parlement? Mais sur 130 députés, il y a 88 British et 42 Canadiens français. 2 to 1. Le sang britannique domine partout. Pourtant, les Canadiens français sont tellement satisfaits de leur statut politique sous l'union législative que les pressions pour transformer cette union législative en union fédérale viendront des Britanniques et du Haut-Canada surtout. Les adversaires de l'union fédérale, en 1865, chez les Canadiens français, ne sont pas des séparatistes qui veulent revenir à l'État séparé du Bas-Canada avant 1840. Bien au contraire, il y a des partisans de l'union législative qui reprochent à l'union fédérale d'être un plan trop compliqué, de créer des gouvernements locaux inutiles et coûteux, qui écraseraient le peuple sous les impôts indirects et directs. D'autres rêvent d'une union fédérale qu'ils disent plus décentralisée, mais ces autonomistes donneraient les ressources naturelles au gouvernement fédéral. 22 députés canadiens français voudront rester à l'union législative et 27 oseront faire monter le Canada français de l'union législative à l'union fédérale. Il faut avoir presque de l'admiration pour Cartier, qui aura la lucidité de répondre à ses adversaires qu'il était déjà sous l'Union, en minorité, au sujet de tous les grands pouvoirs que le projet d'union fédérale allait laisser au gouvernement central. Et des députés hauts-canadiens se scandalisent de voir des Canadiens français refuser un gouvernement provincial où ils seraient en majorité. En 1865, il ne pouvait être vraiment question de briser l'Union de 1840. Macdonald, Brown, Galt et les chefs canadiens anglais ont tous la conviction de la nécessité de l'Union. Aucun ne veut revenir à la situation misérable d'avant 1840, à cette époque où les deux Canadas séparés étaient au bord de la ruine. Macdonald, citant Brown, demandait aux habitants du Haut-Canada, est-ce que le Canada connaîtrait la prospérité si une race ignorante maîtrisait l'embouchure du Saint-Laurent? Il n'y a pas de pire politique de suicide que la séparation des deux provinces. Et Macdonald ajoutait, Dieu et la nature ont uni les deux Canadas, et qu'il ne soit permis à aucun politicien cabaleur de les séparer. Fini alors pour toujours nos rêves de devenir un grand empire. Tous célèbrent le régime à venir comme une consolidation, une extension de l'Union de 1840, dans une union fédérale
la plus centralisée possible. Cartier est du même avis. L'Union de 1840 a opéré des merveilles pour la prospérité des deux provinces. Je ne suis pas de ceux qui voudraient voir le Haut et le Bas-Canada se séparer. La ville de Montréal se trouverait isolée. Il faut, disait Cartier, la confédération du British North America, sans quoi nous tombons dans la confédération américaine. Un publiciste de la région de Québec a écrit en 1865 ces lignes où il se révèle un véritable précurseur de l'histoire pessimiste. N'oublions pas, dit-il, que si nous avons notre autonomie de religion, de loi, de langue, nous ne possédons plus au même degré et dans le sens vrai du mot notre autonomie politique. Dans l'ordre actuel des choses, c'est-à-dire dans le Canada uni, nous ne comptons déjà que pour guère plus d'un tiers. Et dans le Bas-Canada, près d'un quart de la population constitue une origine différente. Il n'a tenu qu'à la France que nous fussions aujourd'hui 8 millions de Français sur les bords du Saint-Laurent. Mais la France ne l'a pas voulu. Trop faible pour fonder seul un empire, dominé par la force et circonscrit dans le cercle étroit de la fatalité, nous ne pouvons choisir qu'entre des alliances plus ou moins périlleuses. L'État, dans une fédération, n'est pas véritablement protégé. L'État comme unité est toujours à la merci des majorités. C'est une condition indispensable du régime fédéral. Il est donc clair, nulle constitution fédérale ne pourrait protéger complètement le Bas-Canada. Or, ce publiciste lucide n'en proclame pas moins la nécessité de s'approcher le plus possible de l'unité, de la centralisation et de l'indissolubilité. Et il ajoute, en pratiquant l'économie, nous, du Québec, nous sommes amplement pourvus pour l'avenir. Comme en dépassant leurs revenus, les provinces auront à se taxer directement et que la taxe directe est impopulaire partout, mais surtout dans le Bas-Canada, l'on peut, comme l'a si bien dit le ministre des Finances, M. Galt, laisser l'administration provinciale à la surveillance et à l'œil attentif et jaloux du peuple. L'idée séparatiste réapparaîtra, importée par un immigrant américain, né d'un père originaire d'Auvergne, établi aux États-Unis, et d'une mère anglaise. Le jeune Tardivelle, éduqué au pays de Québec, attrape immédiatement l'explication traditionnelle. Un Français de France, dans un article sur les Canadiens français, a employé tout naturellement l'expression « leur maître, les Anglais ». Comme tout vrai Canadien, Tardivelle, en 1881, dans son journal La Vérité, riposte indigné. Il faut ignorer complètement la belle et glorieuse histoire du Canada pour parler des Anglais comme des maîtres des Canadiens français. Nous sommes leurs égaux au moins. Quand donc les Anglais ont-ils été nos maîtres? Nos pères leur ont arraché une à une nos libertés politiques et aujourd'hui, le Québec jouit d'une autonomie complète et peut, s'il le veut, tenir la balance du pouvoir. Mais les 20 ans de la Confédération trouvent un Tardivelle sceptique. Nous n'avons aucune confiance, écrit-il en 1887, dans la durée de la Confédération actuelle. Nous croyons à des bouleversements politiques profonds dans un avenir plus ou moins éloigné. Nous voulons que notre patrie, la province de Québec, soit prête pour les grands événements que nous entrevoyons. S'il était possible, nous voudrions voir le lien fédéral réduit aux proportions d'une simple union douanière et postale. Pour nous, écrit-il en 1889, la forme actuelle de notre gouvernement ne saurait être le dernier mot de notre existence nationale. Nous n'avons pas été arrachés 20 fois à la mort, nous ne nous sommes pas multipliés avec une rapidité qui tient du prodige pour aller périr misérablement dans un grand tout canadien. L'histoire
du Canada français est une histoire non seulement glorieuse comme une épopée, mais de plus merveilleuse comme une légende. Le doigt de Dieu est là. C'est impossible, moralement impossible, que le Créateur des peuples ait jeté des assises aussi solides s'il n'avait eu le dessein d'ériger, sur ses fondements massifs, une nation forte et puissante. Sûrement, il n'y aurait pas eu le sentiment des proportions chez le Créateur, ce qui est inadmissible. À un commencement aussi noble, aussi glorieux que le commencement de la nation canadienne-française, doit répondre autre chose que le misérable avortement qu'entrevoient nos pessimistes. Il est dans les desseins de la Providence que nous parvenions à la plénitude de la vie nationale. En 1890, il écrit « Je rêve d'un Canada français autonome, d'une vraie Nouvelle-France. On me dit, sur tous les tons et dans les 2 langues officielles du pays, que c'est là une folie sans nom, propre seulement à irriter. Au risque de passer pour un esprit paradoxal, je dirais que nous avons besoin d'un peu de persécution. À l'heure marquée par le Dieu des nations, surviendra quelques grands bouleversements politiques, éclatement des États-Unis et du Canada. Et les Canadiens français, tant du Dominion que des États-Unis, formeront un vrai peuple. Le Canada français, prédit-il, aura des limites beaucoup plus étendues que les limites de la province de Québec actuelle. Et dans 50 ans, peut-être, il prendra place parmi les nations de la Terre. Tardivelle sera assez lucide pour comprendre que l'indépendance du Dominion n'assurerait nullement l'indépendance du Canada français. Nous n'aurions rien à gagner à une semblable indépendance, car nous ne cesserions pas d'être la minorité dans un Canada indépendant. Tardivelle est amené à scruter le passé. 1837 et sa bête noire. Chose certaine, écrit-il, c'est que la folle entreprise de Papineau nous a fait infiniment plus de tort que de bien. Elle nous a valu l'union des 2 Canadas, qui nous a menés fatalement à la Confédération. Sans le coupable soulèvement de nos soi-disant patriotes, le Bas-Canada n'aurait pas, selon toute probabilité, été uni au Haut-Canada, malgré lui et pour le punir. Et aujourd'hui, resté colonie britannique, mais non point englobé dans le Dominion, le Canada français serait en voie d'arriver à une autonomie complète. Sans 1837, il y aurait aujourd'hui un Canada français complètement indépendant du Canada anglais. Et Tardivelle se demande pourquoi, en 1865, l'inique union de 1840 ayant fait son temps, pourquoi les chefs canadiens-français n'ont pas insisté sur le retour au régime de la séparation qui avait prévalu de 1791 à 1840. Une nouvelle France se serait établie définitivement. Ce qui paraît aujourd'hui à plusieurs un rêve, une chimère, un projet impraticable, la fondation d'un Canada français indépendant, aurait pu facilement devenir une glorieuse réalité. Pour Tardivelle, tout était aussi simple. Que le Canada français retourne à la situation d'avant l'Union, qui lui a été imposée pour le punir de la coupable échauffourée de 1837-1838. Voilà près d'un demi-siècle que dure l'expiation, gémit-il. Nous n'acceptons pas la Confédération, nous la subissons seulement. On dira peut-être que la sortie de la province de Québec de la Confédération est aujourd'hui impossible. C'est très difficile, nous l'admettons, écrit Tardivelle. Mais difficile, très difficile, n'est pas synonyme d'impossible. Ce qui nous paraît radicalement impossible, c'est que le régime actuel puisse se maintenir longtemps, à moins que la race canadienne-française ne consente à se suicider. Tardivelle s'étonne de l'incompréhension qu'il rencontre. Si moi, Canadien-Français simplement par adoption, et à moitié anglais par-dessus le marché, je comprends ainsi les destinées de ce pays, comment se fait-il que tous les Canadiens français de naissance ne partagent pas mes espérances? C'est un mystère pour moi.
Tardivelle, qui malgré sa naïveté sur les causes de l'Union, était tout de même parvenu à comprendre ce que c'est que l'indépendance, ne pourra s'empêcher d'écrire au début de l'inutile équipée du jeune Bourassa contre l'impérialisme, drôle de nationalisme que le nationalisme de la Ligue, et de trouver suspect ce nationalisme fondé sur la dualité des deux races. Tardivelle, l'Américain, mourra séparatiste impénitent. Son dernier mot, en 1905, une minorité de 30% ne gouverne pas une majorité. Et pourtant, Bourassa transmettra à ses disciples, en 1921-1922, le virus séparatiste cultivé par Tardivelle. La Confédération a vécu en puissance, dira l'homme d'Ottawa. Durera-t-elle 20 ans ou 30 ans? Je l'ignore, mais elle doit se dissoudre un jour. En annexant cet immense territoire de l'Ouest, les pères de la Confédération ont fait une erreur capitale. Pour reprendre une expression de Tardivelle, ce sera un drôle de séparatisme que le séparatisme des disciples de Bourassa. L'attaque les surprend en pleine croisade pour l'industrialisation du Québec, avec Édouard Monti, qui répétait Hérold Bouchette, qui répétait Étienne Parent, sur la nécessité de s'industrialiser et la possibilité d'être, dans un Québec à l'intérieur de la Confédération, les héros de la reconquête économique, comme les pères autrefois avaient été les héros de l'émancipation politique. Admirateur de la Confédération et de la grande patrie canadienne, qui aurait pu, sans inconvénient, recouvrir et protéger la petite patrie, mais fédéraliste dépité devant l'incompréhension et l'impérialisme du Canada anglais, ils en viennent à parler de banqueroute lamentable, de déception humiliante. Ils s'imaginent assister à la fin de l'Empire britannique. Il y a quelque part une puissance qui chancelle. Ils entrevoient le morcellement des États-Unis, où s'éveille le désir de réunir les éléments germaniques en une nation politique. Enfin, la Confédération canadienne s'en va inévitablement vers la rupture. N'opposons pas, en principe, disent-ils, que nous sommes faibles et devons demeurer faibles, et que les autres sont forts et qu'ils demeureront forts. Nous ne courons au-devant d'aucune séparation. Nous n'acceptons que celle-là seule que viendront nous imposer la nécessité ou les hasards de l'histoire, et contre lesquels nous ne pourrons quoi que ce soit. Nous ne voulons pas être destructeurs, mais la destruction est commencée par d'autres que par nous, et nous refusons d'asseoir notre avenir à l'ombre d'une muraille en ruine. Si, demain, un Canada oriental doit se constituer, où les provinces du bassin du Saint-Laurent reprendront des assises nouvelles, le Québec n'abdiquerait son rôle qu'au péril du suicide. Qui ne voit qu'avec l'aide de Dieu, l'organisation du Canada oriental dépend de nous au premier chef. Le plan d'un avenir assez net, prouvé, annoncé par le miracle de la survivance, est ébauché vraisemblablement par la Providence. Cette formule de notre avenir politique, on nous fera la justice de le croire, ne se fonde point, précise un des séparatistes d'occasion de 1922, sur le principe des nationalités, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour savoir s'il est licite d'être séparatiste, on consulte un théologien qui répond « Il n'y a pas de droit immédiat, prochain, de se soustraire au gouvernement d'un État pour la seule raison que celui-ci est étranger. Si, en effet, parce que gouverné par une autorité étrangère, et à cause de cela uniquement, un peuple pouvait secouer le joug à volonté, ce serait, à brève échéance, le triomphe de la libre détermination des peuples.
l'existence d'une nation n'est pas incompatible avec un gouvernement étranger. Et c'est là un correctif salutaire à cette soif d'indépendance que la guerre, 1914-1918, a rendue plus insatiable. Pourtant, à cette séparation fortuite, à cette séparation cadeau qui s'annonce, les fédéralistes de 1922 trouvent de nombreux avantages. Pour remplir sa vocation, un peuple doit s'exprimer dans des formes politiques, mais dans des formes supérieures et définitives, où s'achemine toute nationalité qui veut être maîtresse absolue de sa vie. Un peuple n'est vraiment peuple que s'il est indépendant au sens plein du mot. Ceux qui jusque-là regardaient 1867 comme un sommet se mettent à refaire l'histoire. Nous souffrons, disent-ils, de désorientation essentielle. Nous souffrons de tous les malheurs du mariage mixte contracté par notre race en 1841. Quand ce mariage fut sur le point de se rompre par un éclatant divorce, au lieu de reprendre notre liberté, nous sommes entrés dans une alliance nouvelle, où bientôt figureront à nos côtés 3, puis 4, puis 6, puis 8 partenaires. Pour nous, ce fut une erreur. Un peuple n'a plus qu'à en changer ou à continuer de mourir. Un seul obstacle, observe-t-on, tient à la présence de l'étranger chez nous, à sa mainmise sur nos matières premières, nos ressources naturelles, nos industries, nos chemins de fer, nos voies de transport maritime. Plus riche de capitaux que nous, plus entreprenant, aujourd'hui, il a chez nous des intérêts acquis. Il a des droits indiscutables. Nous devons les subir. Que l'indépendance survienne, le pays ne sera pas ruiné. Si l'étranger veut vendre ses intérêts, nous les acheterons. S'il estime qu'il a tout à gagner à rester ici, dans la province la plus saine, dans la seule province conservatrice, c'est-à-dire antisocialiste, la situation demeure ce qu'elle est, il n'y a pas de crise, et nous sommes libres de travailler à améliorer notre état. Qui, devant la perspective d'une vie indépendante mais difficile et modeste d'abord, irait préférer la domesticité la plus dorée mais perpétuelle? Il faut nous libérer de ce poids de l'histoire qui nous écrase et détrôner partout la suprématie britannique chez nous. Les séparatistes de 1922 attendent 4 ou 5 ans des désastres prédits. Mais comme l'Empire, les États-Unis et le Dominion persistent, ils se font une raison et ils retournent allègrement au bon vieux credo national, Québec, État français quasi souverain dans la Confédération, possédant l'autonomie politique suffisante pour parfaire son autonomie économique, sociale et culturelle. En 1922, on refusait de laisser le Canada français s'asseoir à l'ombre d'une muraille en ruine. En 1933, on demandait, le Québec fait-il aujourd'hui à la patrie canadienne un portique d'un style français assez pur, d'une suffisante majesté? On dénonce, en 1934, la théorie de la réserve québécoise, théorie qui, à l'égard de nos droits fondamentaux, nous donne figure de démissionnaire. La nouvelle génération serait donc une jeunesse qui accepterait tous les impératifs de ses droits et toutes les exigences de l'État fédéral. Au cours des années 1936-1937, l'idée séparatiste est reprise par divers groupements. On y rencontre la thèse toute juridique de la légitimité de l'indépendance lorsque des griefs justifiés rendent inadmissible et intolérable la domination étrangère. Bref, il faut être mal gouverné par les autres pour avoir le droit de se gouverner soi-même. Théologie sociale ou sociologie impérialiste qui n'apporte rien de neuf. Plus intéressante est la pensée de certains séparatistes de 1936
qui répondent aux ex-séparatistes de 1922. Réconciliés avec la Confédération, les ex-séparatistes demandent: sont-ce bien les institutions fédérales qui ont empêché et qui empêchent à l'heure actuelle l'existence dans le Québec d'un État français? État qui, dûment créé en son temps, n'eût pu manquer de nous pourvoir du bien humain et culturel. Si cet État n'existe pas, est-ce la faute des institutions ou la faute des hommes? Comment expliquez-vous que nos chefs politiques n'aient pas entrepris de créer cet État français dès le lendemain de 1867? Entendu que la Confédération nous remettait chez nous, maîtres de notre province et de notre politique. Il y a eu, au lendemain de la Confédération, la capitulation du bon sens. Nous avons été vaincus non pas tant par la supériorité de nos rivaux que par notre anarchie intérieure. Nous demandons la simple exécution du pacte de 1867. Si l'État français, organisé dès le lendemain de la Confédération, nous eût préparé un milieu, un climat normal, si, par exemple, il eût pu empêcher l'économique de tourner contre nous, et si aujourd'hui, vrai maître chez soi, le Canadien français a eu conscience de ce pouvoir pleinement réalisé, croit-on que le séparatisme eût jamais existé? Les séparatistes de 1936 répondent: c'est parce que dans la Confédération, il est absolument impossible d'être entièrement Canadien-Français que nous voulons en sortir. La réalisation d'un État français dans la Confédération est une utopie. Il n'est pas question pour nous d'obtenir justice dans les cadres de la Confédération que nous repousserions, même si elle ne molestait pas ce que l'on a convenu d'appeler nos droits de peuple sans personnalité. Nous voulons un État dans lequel nous pourrions vivre intégralement toute la plénitude de notre vie nationale. Pour nous faire avaler la Confédération, les politiciens nous l'ont représenté comme l'achèvement de notre libération politique. Dans leur imagination, ils ont fait du Canada une espèce de pays franco-britannique où, pour employer le charabia traditionnel, les deux grandes races, les deux cultures jouissaient de la plus parfaite égalité. Or, cette situation idyllique ne correspond ni à la réalité des faits, ni au texte de la Constitution. La prétendue égalité, qui devait régler nos rapports avec le Canada anglais, ne sera jamais que théorie. Quoi que nous fassions, nous serons toujours dans le Dominion, la minorité ethnique obligée de subir la pression politique et économique de la majorité. L'égalité avec l'anglais, disaient les séparatistes de 1936, nous ne l'avons jamais eue, ni sur le terrain politique, ni sur le terrain économique. Et à l'objection, ne convient-il pas de reconquérir d'abord notre autonomie économique avant de tirer des plans pour conquérir notre indépendance? Les séparatistes de 1936 ripostent: les seuls moyens efficaces de redresser notre situation économique sont d'ordre politique. Politique d'abord. Si les Anglais sont aujourd'hui si puissants au point de vue économique, ce n'est pas parce que nos ancêtres furent moins habiles, mais c'est d'abord parce que l'Anglais, possédant le pouvoir politique, les a empêchés de lutter dès le début à armes égales. Ce pouvoir politique, disent les séparatistes, nous ne pouvons l'avoir au sein de la Confédération. C'est plus fort que nos forces. La majorité anglaise du Parlement fédéral formera toujours un bloc tout-puissant. Le Parlement provincial ne peut presque rien pour nous. Toutes les institutions, tous les leviers de commande sont entre les mains d'étrangers qui nous tiennent, comme nos ressources naturelles, pour un capital acquis dont ils peuvent disposer à leur guise. Toute la législation commerciale, bancaire, monétaire, douanière et commerciale est du ressort du gouvernement d'Ottawa. Ainsi, en 1936, 90 ans après 1846, des Canadiens français,
tout en croyant naïvement faire sauter l'Union fédérale, donnait finalement le démenti à Étienne Parent et commençait à ébranler le dogme d'un triomphe politique en 1842 ou 1867 qui nous permettrait de corriger une débandade économique dont nous étions les premiers responsables. La politique active au service des vieux partis et la guerre disperseront les séparatistes de 1936. L'histoire pessimiste ou histoire noire qui s'enseigne en quelques endroits depuis 1946 n'est peut-être pas étrangère aux idées de 1936. Cette histoire qui prétend que de la conquête de 1760, indépendamment de ses modalités, découle, pour le vaincu non assimilé, une inévitable infériorité politique et une inévitable infériorité économique qu'on ne peut attribuer ni à la méchanceté du vainqueur, ni à l'imbécilité du vaincu, et que tout effort, même sérieux, à l'intérieur de l'Union fédérale, ne pourrait rendre le peuple minoritaire qu'un peu moins pas maître dans le compartiment biethnique, bilingue et biculturel du Québec. Mais c'est là une autre histoire. Depuis 4 ou 5 ans, une nouvelle vague séparatiste déferle sur le Québec. Ces séparatistes ne parviennent pas toujours à se libérer de l'attitude de fédéralistes dépités, attitude qui consiste à s'imaginer que la fédération de 1867 aurait pu bien fonctionner et qu'il faut la rejeter parce qu'elle a abouti à un échec accidentel, mais irréparable. Cependant, les séparatistes actuels, à mesure qu'ils clarifient leur doctrine, font pénétrer dans la conscience canadienne-française le concept de la nécessité de l'indépendance sur le plan politique d'abord. Par là, ils rendent au Canada français le plus grand des services, celui de démasquer l'imposture de la tradition La Fontaine-Étienne Parent, ce bon vieux mythe d'une égalité possible entre les deux nationalités, ou mieux, de la possibilité pour les Canadiens français d'être maîtres dans un Québec qui demeurerait à l'intérieur de la Confédération. Le plus grand devoir, dans l'ordre des idées, est de dénoncer l'aliénation fondamentale, essentielle, dont souffre le Canada français. Mais c'est là un travail de sape de longue haleine. Un second obstacle provient de notre sort de nation annexée la mieux entretenue au monde. Dans ce domaine, la pratique de la vertu ne s'apprend pas en un jour. Enfin, le Canada anglais est aussi intéressé à maintenir, à défendre son intégrité, à conserver sa province de Québec, la deuxième province du British North America, où vivent 30% des contribuables et 30% des consommateurs, que le Canada français est intéressé à réaliser son émancipation nationale. Notre maître, le passé, est une expression très juste. Mais pour nous, depuis 2 siècles, le passé a un nom propre. Et nos maîtres, les Anglais, ne seraient pas dignes d'avoir été nos maîtres pendant 2 siècles s'ils se laissaient démolir facilement.